Hier, la modernité d'avant, temps rêvé, aujourd'hui, futur antérieur, moins que parfait, au présent indicatif. Ça veut rien dire, ce truc-là. L'homme moderne escalade une montagne qui s'éboule. Il doit, chaque fois, aller plus vite pour rester sur place. C'est bien ce que je disais. La modernité d'avant, futur antérieur moins que parfait, au présent indicatif. Bon, ça reste quand même flou. Il était une fois une invention merveilleuse, la machine à vapeur. La machine à vapeur a bouleversé la face du monde. Elle a changé la relation que les humains entretenaient depuis toujours avec l'espace et le temps. Alors voilà le dépôt de Chalindré maintenant. Vous voyez encore les portiques pour charger. On reconnaît l'atelier actuel, hein, il n'a pas changé. L'atelier est toujours le même. Voilà, toutes les locomotives en attente. Là, se faisait souvent relais à Chalindré, puisque c'est à mi-chemin entre Paris et Bâle. Elle faisait souvent le plein de charbon et le plein d'eau. C'est une ambiance incroyable quand même. Vraiment un monde disparu et dont on peut avoir la nostalgie. Alors j'avais fait l'historique des voies ferrées en Haute-Marne et il se trouve que le mont Chalindré était juste au croisement. On le reverra sur un graphique là après. Photo réalisée avec mon petit Kodak. Au temps de la vapeur, il y avait quand même 620 agents, plus 36 apprentis. Il y avait 210 mécaniciens chauffeurs. Le personnel de l'atelier avait 240 personnes. À la manœuvre, 130 personnes. Et les cadres et services administratifs, 40. Vous vous rendez compte, 620 agents, plus un centre d'apprentissage. Alors l'entretien d'une locomotive à vapeur, évidemment, nécessitait beaucoup de personnel. Ce qui explique que quand, à la fin de ces années-là, on commence à parler diesel et électrique, on peut se faire du souci pour les effectifs. Ça, c'était la première partie. Et puis ensuite, bien sûr, adieu la vapeur. D'ailleurs, en conclusion de mon premier livre, si les projets de modernisation envisagés actuellement sont suivis d'exécution, la traction par locomotive à vapeur doit disparaître entièrement sur la SNCF en 1970. Donc la deuxième partie nous présente la situation future à cette époque. Donc ici, on a un schéma qui peut nous résumer un petit peu le paradoxe de cette région. C'est qu'à cette époque, on venait seulement d'électrifier Dijon, Neufchâteau, ce qui était le maillon manquant, puisque c'était électrifié jusqu'à Neufchâteau et c'était électrifié Dijon Sud-Est. Et on se trouve au carrefour de Paris-Bâle. Alors ce qui est incroyable, c'est que ce Paris-Bâle n'a jamais été électrifié. C'est une ligne qui est toujours restée diesel. Le site ferroviaire de Culmont-Chalindré avait longtemps survécu grâce à l'incohérence mystérieuse de ce désert électrique. Pour des raisons techniques, on changeait impérativement de locomotive à Culmont-Chalindré. Puis, les locomotives avaient évolué, et peu à peu, tout avait changé. On a du mal aujourd'hui à imaginer l'importance qu'avait le site de Culmont-Chalindré dans le maillage ferroviaire de l'Est de la France et dans l'imaginaire collectif de la région.
Que chez les enfants, tout soit irréflexion, c'est ce que tous nos doctes, pédagogues et gouverneurs ne cessent de répéter. Mais que les hommes faits soient de grands enfants qui, d'un pas mal assuré, errent sur ce globe sans savoir non plus d'où ils viennent et où ils vont. Et qu'on les gouverne même avec du biscuit, des gâteaux et des verges, c'est ce que personne ne voudra croire. Et à mon avis, il n'est point de vérité plus palpable. Goethe, les souffrances du jeune Werther. Les décisions économiques et politiques sont-elles toujours aussi rationnelles qu'on le prétend? Comment écrivent-elles au jour le jour nos petits destins? Pourrions-nous donc en déduire que les idées dominantes d'une société sont les idées de la classe dominante? L'arbalète, c'était des éléments automoteurs, diesel. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai réussi à les prendre à cette époque-là avec mon petit appareil. Je dois l'avoir un petit peu plus loin, on va le rechercher. Le voilà, pris aux environs de Chaumont. Il fallait aller vite pour déclencher, et le voilà là. Il avait quand même de bons horaires pour l'époque. Hein. Départ de Zurich, 6h39, arrivée Paris, 12h55, ce qui faisait environ 6 heures. Retour, 18h20, 0h20, mettait 6 heures. Cette trame dessert Zurich, Bâle, Mulhouse, Belfort, Vesoul et Chalindré en été seulement, pour assurer les correspondances avec les trains des eaux, Chalindré-Vittel, Chalindré-Bourbonne. Une fois l'idée de vitesse enclenchée, l'idée serait inévitablement d'aller toujours plus vite. Il va y avoir le centre de démantèlement de voitures corail, des fosses, une à 23. Démantèlement, vous voulez quoi Les voitures corail qui sont radiées. Les déferraillées, quoi. Ferraillées, voilà. On dit ferraillées, oui. Ferraillées. Ouais. Donc ils vont faire des cellules pour enlever les vitres, l'amiante, différentes parties. D'accord. Donc et après on les ramènera derrière la rotonde au tas de terre où c'est qu'elles seront découpées et la ferraille partira par camion. Il n'y avait pas des problèmes parce qu'ils voulaient au départ traiter sur place les déchets, tout ça? C'est le souhait de la communauté de communes. Voilà, au lieu de trimballer des camions à l'autre bout, ils voudraient faire sur place. Mais c'était pas gagné d'avance? Non. Pour l'instant, on n'entend pas parler. Ce serait sur la plateforme container. Ah bon? Ouais. Parce que pour des raisons techniques, ils ne veulent pas les ramener à l'atelier. Ah d'accord. Autrement, ça aurait été fait à l'atelier. Oui, ça aurait peut-être donné encore un peu d'emploi. Voilà, mais pas des emplois cheminots. Que des emplois extérieurs. Ah oui, le centre de démantèlement, il prévoit d'embaucher 50 personnes. Chalindrey désert. Afin que tout un bassin d'emploi ne meure pas demain, Chalindrey est aujourd'hui ville morte pour quelques heures. Non, c'est l'espoir. Tant pis pour vous, maintenant, dès lundi, on appliquera ce qu'on a décidé. À partir de lundi, notre service est déjà orienté avec les locomotives électriques à Thionville. Et on ne pourra pas revenir en arrière. Top. Si le futur n'a plus de passé, alors le présent n'a pas de futur. Où ça commençait vraiment à dégraisser au niveau conduite, c'est quand ils ont commencé à avoir les premières machines électriques modernes, les 22 000 et 15 000 qui ont circulé sur l'axe Paris-Strasbourg. Et là, ils n'avaient plus besoin de changer de loc à Chalindrey. L'historique, le gros a commencé à partir là. Premièrement, c'est des machines avec beaucoup de technologies modernes, donc il y avait beaucoup moins d'entretien, beaucoup moins de parties mécaniques, et Chalindrey est devenu moins important au niveau de la direction. En 2007, la gestion par activité, ça arrivait à Chalindrey. Donc là, on a éclaté l'entreprise et on nous a séparé frais de voyageurs. Et parmi les voyageurs, il y avait également Grande Ligne et TER. Et on a vu les difficultés sur des sites comme Chalindrey, des petits sites, on va dire. C'est qu'en séparant les activités, bien souvent,
On s'est rendu compte que les cheminots, ils travaillaient ils accrochaient les trains de marchandises, ils accrochaient les trains de voyageurs, ils faisaient de la manœuvre en gare, ils faisaient de la manœuvre au triage. Ils étaient occupés pendant 8 heures. Avec la séparation des activités, on s'est aperçu qu'il y a des cheminots. Il fallait un agent pour eux en gare, un agent pour eux fret. Et pour la somme de travail qu'il y avait, ça coûtait trop cher à l'entreprise. Et là, ils ont commencé à supprimer. La direction SNCF a décidé dans les mois derniers de supprimer pas loin de 95 emplois sur le site de Chalindré. Et ça, c'est une catastrophe pour nos sites ferroviaires, étant donné que c'est près d'un tiers des cheminots qui va disparaître. Et ça, on ne peut pas admettre ça. C'est pas possible. La baisse d'activité fret, c'est sûr, a forcément des conséquences, puisque 30% de fret en moins au niveau national, ça impacte tous les établissements. Sur Chalindré, c'est plus de 50% des agents qui vont disparaître. Il y a eu des choses de fait qui ont mis Chalindré en avant. C'est vrai que Pépi, quand on lui parlait de Chalindré, il savait où situer Chalindré. Il sait où situe Chalindré. Quand même, la population exprime son inquiétude. Quand même, c'est pas les commerçants, les habitants, tout le monde s'inquiétait du devenir de l'entreprise. Après Chalindré, Paris, le train de la contestation s'est arrêté devant la préfecture de Chaumont. Ils sont près de 400 à être venus défendre leur emploi, à protester contre la réorganisation du site ferroviaire. Des cheminots bien sûr, mais aussi des commerçants, des décideurs, tous inquiets pour leur avenir et toujours mobilisés après 3 jours de grève. Et au bout d'une demi-heure, on était fixés. Ils étaient revenus en arrière surtout, ils tapaient dans toutes les activités, ils supprimaient tout le monde. Au début, on les a écoutés parce qu'on les a laissés venir. On a écouté longtemps, parce qu'on a écouté même jusqu'à une coupure, je pense, vers les 14-15 heures. On a fait une coupure à 14 heures. Oui, on a fait une coupure quand même depuis le matin. Et en revenant, c'est là que... Le directeur de Lorraine, donc, qui avait ordre de ne plus rien faire ce jour-là par Pépi. C'était lui qui faisait le secrétaire de séance. Et en fonction de ce qui était écrit, il retapait ce que lui pensait et ce qu'il avait envie. Ce qui fait que quand ils nous ont sorti le premier compte rendu, il n'y avait rien de ce qui avait été dit effectivement décrit. Et puis on s'est énervé, on s'est pris un grand coup de gueule sur le coup de poing sur la table, et puis dire que nous, on n'avait plus confiance à ces gens-là, que devant les politiques, ils avaient un discours différent le lendemain, et que nous, maintenant, on ne prendrait aucun engagement aujourd'hui, et qu'on attendrait une nouvelle réunion avec les élus politiques pour prendre des décisions sur l'avenir de Chalindré. Chalindré ne peut pas vivre sans les SNCF. Il faut absolument qu'il reste des emplois actifs sur le site, d'autant plus que ce n'est pas seulement le bourg-centre de Chalindré qui est concerné, c'est aussi la campagne environnante. Moi, ce que j'exige aujourd'hui, c'est qu'on arrête les mesures de suppression d'emplois sur ce site, et puis que l'on ait un moratoire, que l'on ait un gel des décisions, de façon à mettre tout le monde autour de la table, et puis qu'enfin on discute de l'avenir. Les 150 emplois devaient être sur Chalindré et les environs. C'est ce que la SNCF s'était un peu engagée. S'est engagé à redynamiser le site sur le bassin de Chalindré, en créant des emplois privés, mais sur Chalindré. Derrière, ils ont vite fait le tour, donc ils ont mis en place un pôle développement de 3 ou 4 personnes où ils essayent de chercher de l'emploi, mais qui ne trouvent pas. Et c'est bien après... et de Chalindré, on est parti territoire de Landes, sud au Marnais, et puis maintenant, oui. Comment tenter de limiter la casse ? J'ai un peu peur qu'avec Bon Garçon, parce que... À la suite du mouvement social de 2009, fut créée par la SNCF une cellule de reclassement dont la mission était de redynamiser un territoire meurtri par le départ de l'activité ferroviaire. Faut que tu prennes contact avec l'architecte. Oui. Voir ce qu'on peut lui proposer dans les locaux. Et on regarde ça après avec l'immobilier, mais qu'on commence à accueillir quelques indépendants comme ça. C'est les meilleures professions pour occuper l'atelier. Si on avait 4 ou 5 indépendants, ça serait bien. On pourrait faire quasiment un petit hôtel. Je pense que c'est très bien. C'est bien que tu les revois, et du coup on essaiera de voir pour un comité sur le premier trimestre. Je pense que pour la fin de l'année, avoir des dossiers, je suis un peu... Non, je pense que pour la fin de l'année, c'est compliqué. Pour janvier. On les revoit, qu'on commence l'instruction, qu'on poursuive sur polystyrène, parce que de toute façon, on n'aura pas de... polystyrène développement, on n'aura pas d'avancée avant le premier trimestre 2013. Sur l'objectif qu'on s'était fixé de 150, on est comme ça au plus des 2 tiers.
Donc Polystyrène Développement un peu en tête là-dedans. Et derrière, une fois qu'on a les premières machines démantelées, voir les... Malgré l'implication et la bonne volonté de tous les intervenants, ce n'était pas chose facile. Jusqu'en 2015, cette mission tenterait l'impossible. Donc moi, par rapport à ça, on vient de parler de grosses entreprises, il y a aussi de la filière de recyclage, ça c'est important. Et ça, c'est un peu une nébuleuse quand même aujourd'hui, il faut le dire. On discute avec HMU, on travaille un peu. Il faut qu'on arrive à créer. Moi j'ai proposé ça le 31 au préfet. Hein. Parce que si on attend tout, ce que c'est l'autre entité qui fait, ça ne se fera jamais. J'ai bien compris que l'autre jour, Valanda, CO10 Valanda, puis le groupe Trace disait que sur le département, il y a possibilité de recycler certains matériaux, tant mieux, on va dire comme ça. On ne va pas refaire une entreprise à Chaindry ou à Nantes alors qu'il y en a une à 30 km. Mais il faut qu'on recense, et ça on ne l'a toujours pas. Hein. On parle de 250 caisses. Donc plutôt machines corail qui seront démantelées tous les ans pour 10 ans avec option 5 ans supplémentaires et 5 ans. Donc on est sur un centre qui est parti pour retourner sur 20 ans. J'ai du mal de croire qu'on va pouvoir recruter sur place ou dans le secteur des gens qui sont destinés à la découpe au chalumeau à l'extérieur. Par tout temps. Sans abri, sans rien. C'est quand même le recrutement sur des métiers plutôt difficiles, manuels, physiques, où on a un vrai sujet. Déjà des avantages, et on nous a bien fait comprendre que le personnel viendrait de l'extérieur au départ, puisqu'il n'y a personne de formé dans le coin. Voilà. Ça, on le comprend, ça. Il faut anticiper, il ne faut pas qu'on se pointe et puis qu'on dise au mois de juin, au mois d'avril, on dise au mois de juin, je veux 4 personnes ou 10 personnes comme ça. Et ça, il va falloir qu'on leur sens. Il ne faut pas oublier que la mission au départ, on a dit c'est 3 ans pour créer 150 emplois, c'est ce qu'on a fait. Mais là, nous, on a prêté aux entreprises, donc on va les suivre jusqu'à la fin. Donc la mission SNCF Développement, elle va perdurer, elle va changer de format, mais voilà, il y a des engagements qui sont pris entre nous et les entreprises. Ça fait encore plusieurs années de suivi. Voilà, donc faut pas vous inquiéter. En 2013, on aura mis à peu près 1 500 000 €. C'est l'idée dans la nature, auprès des PME qui vont créer ces 150 emplois qu'on a pour cible. Donc on n'est pas prêt de partir par rapport à ça. C'est tout l'enjeu quand même actuellement du dossier pour avoir un modèle économique compétitif pour aller chercher les marchés, parce que les autres acteurs s'embêtent pas. Si l'opérateur allemand est moins cher que tout le monde, les machines partent en Allemagne. C'est ce qui s'est passé. Il est clair qu'on continuait alors à gouverner les humains avec des gâteaux, du biscuit et des verges. Ceux qui restaient dans la nuit étaient les survivants d'un jeu démodé. Au beau milieu du XIXe siècle, au temps de la prospérité, un planificateur parisien, inspiré par les nécessités géostratégiques de l'époque, avait inventé le nœud ferroviaire de Culmont-Chalindrey. Il fallait transporter toute la ferraille qu'on fabriquait dans le Grand Nord-Est et parfois aussi quelques milliers de soldats qu'on envoyait se battre contre les turbulents voisins d'Outre-Rhin. Au beau milieu du XXe siècle, ces turbulents voisins d'Outre-Rhin, après, certes, quelques désagréments majeurs, étaient soudainement
devenus nos amis. Quant à la ferraille, on commençait déjà à la fabriquer ailleurs. L'arrière-petit-fils du planificateur parisien, lui-même planificateur parisien de son état, et qui, comme tous les jeunes gens, avait de nouvelles idées sur le monde, s'était alors décidé un beau matin de fermer Culmont-Chalindrey et laisser lentement mourir le site. Il y avait évidemment quelques dégâts collatéraux, mais ne faut-il pas casser des œufs pour faire une omelette? Qui pourrait s'intéresser encore à ces images passées dans ce présent déjà au futur? Dans ce présent fasciné par la vitesse? Personne. Les voyages avec des arrêts buffets, les wagons-restaurants et la possibilité d'une rencontre, l'inconfort d'une couchette et un rêve saccadé par le balancement du train, le nom d'une gare qu'on entend la nuit dans un haut-parleur incertain, ces voyages-là étaient d'un autre temps. On les a 4. J'ai pas vu qu'est-ce qu'on fait. 67 000, je crois. 60. D'un autre temps aussi, et déjà au bord de l'oubli, ces vieilles histoires de fierté ouvrière, d'amour de la belle ouvrage. Je pense qu'il fallait essayer de le diriger dans le même profil avant de se contrôler. Ben non, parce que enfin, tu me diras, il y a la cale, c'est pareil. Relève un peu. Alors mettre un tout petit peu. Le nouveau planificateur aimait les jouets électroniques. Ces jouets qui mettaient la tête dans les nuages et rendaient la vie irréelle. On en oubliait presque que la ferraille continuait à structurer le monde moderne. Et cette ferraille, il fallait encore quelques mains d'ouvriers pour la travailler. C'est en bonne voie, hein? Moi, toujours, c'est en bonne voie au chemin de fer. La DRIL et l'autorité environnementale n'ayant pas pour l'heure soulevé l'objection. Tu parles. Tu les achètes et puis tout le monde ferme les yeux. Bah, ça fait un plan B pour Chalindrey. Il y aura encore du monde dans les écoles et tout le monde sera content. 4000 véhicules, ça fait quand même, hein, sur 20 ans. Ouais, mais ça, c'est
C'est pour endormir un peu les gens. C'est de la pommade. On essaye de siffler la fin du match avant d'avoir fait la mi-temps. Sauf si c'est des gens qui sont dans une tour d'ivoire et ils vont pas assez sur le terrain. Voir ce qui se passe réellement. Sur le papier, c'est bien, mais en réalité, c'est autre chose. Parce qu'au niveau diesel, il y a plein de choses à faire. Il y avait les engins de la SNCF, les engins des opérateurs privés. Surtout que la concurrence en thermique, il en passe pas mal autour de Chalindrey. Après, l'autre sujet aussi, c'est de savoir qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de trafic ferroviaire autour de Chalindrey. Contrex-Vitel, c'est plus ce que c'était. Oui, Vesoul, c'est fini. Les trains de pièces auto. Ouais. Je veux dire, même si tu vas un peu plus loin, l'usine de Créosote à Port d'Atelier, c'est fini aussi. C'est fini. Donc il y a aussi un problème. Après, est-ce que c'est pertinent de faire revenir les locomotives à 200 km de leur lieu d'exploitation sur Chalindrey? Ça a des coûts, comme on dit. Ça n'a fait que se dégrader depuis, à mon avis, depuis surtout les années 95, par là-dedans. Oui, 95. D'ailleurs, le dernier train de fret sur la ligne 15-8, la ligne de Grès, ça doit remonter à 91. Exact, c'était septembre 91. Ça semble bien. Oui. Je pense qu'il y a quand même un avenir côté traction thermique. À la SNCF, on a des locomotives neuves, on a commandé de nouvelles locomotives, elles arrivent. Donc il y a quand même aussi une activité qui peut se poursuivre sur Chalindrey après. L'autre jour, avec l'infra, la base, la BDI. Visite du préfet, on est allé voir avec la société qui veut démanteler. Bon, nous, Bernard, on a soulevé le problème que ce serait bien de démanteler là, mais il faudrait recycler sur place. Bon, on peut pas tout recycler, l'amiante, tout ça, on peut pas la recycler. Mais au moins qu'on recycle ce qui est recyclable sur le site. Ce qui peut être utilisable. Prendre des camions et emmener ça. Voilà, c'est ça. De faire une filière en fait de récupération. Cette idée de recyclage-là avait été lancée lors des comités de pilotage précédents auxquels j'ai participé. Et ça avait été évoqué, l'histoire de pouvoir utiliser les matériaux récupérables qui peuvent être traités. Le verre, le bois. Pas trop loin, parce qu'en fait, on sait très bien que ça va partir par camion, et non même pas par wagon. Alors. Encore aujourd'hui, le système ferroviaire restait le système ferroviaire. De la ferraille, des rails et des bogies, des aiguillages et des signaux lumineux. Mais ici, c'était presque fini. Aurait-il pu en être autrement? Eh non. La géographie en avait décidé ainsi. Et le déclin économique de la région aussi. En échange, à partir du 11 décembre 2011, le Sud fut mis à 4h27 précises de Culmont-Chalindrey. En échange de quoi? À quoi sert cette vitesse? Que gagne-t-on avec ce présent? Que perd-on? Quel est le prix du futur? Champagne-Ardenne TGV, ici. Dans le futur, le présent de la gare Champagne TGV
sera-t-il comme le présent du site ferroviaire de Culmont-Chalindrey aujourd'hui? C'est-à-dire un futur antérieur au passé. Est-ce bien clair? Non? Il suffirait pourtant de comprendre que le train se conjugue à tous les temps, qu'il suit toutes les évolutions du monde, mieux, qu'il les provoque. Cette gare d'interconnexion est une véritable chance et une opportunité pour la ville de Reims parce qu'elle va connecter Reims aux autres grandes métropoles régionales, Nantes, Rennes, Le Havre, Lille, Luxembourg, Strasbourg, Metz, la liaison sur Roissy-Charles de Gaulle qui est aussi à une demi-heure de Reims. Donc c'est quand même quelque chose de magnifique pour Reims, quoi, hein. C'est cette situation tout à fait particulière. « 30 minutes de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, 45 minutes de Paris-Centre. La tentation était donc grande de planifier une cité radieuse à l'usage d'employés de bureau qui profiteraient d'un cadre de travail privilégié, combinant équipements performants, un golf et la proximité de Reims, ville du sacre des rois de France, du bien-vivre et du champagne. Lorsque la déclaration d'utilité publique a été décrétée, quel choix j'avais? Soit on bougeait rien, on stoppait tout, et ça se faisait quand même, de toute manière, à la longue ça serait fait, on a des exemples qui se sont faits ailleurs, soit on devient absolument force de proposition, et on oriente, on agrège, on cadence. Qu'est-ce qui était fait là? On aurait pu faire... Le parc d'affaires, il fait 172 hectares. On aurait pu faire commencer par 10 hectares, 7 hectares. Et à la fin, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument faire l'approche globale des choses. Donc on a fait l'approche globale de tout le territoire. Et ensuite, on fait les voies structurantes. Et en fonction de ça, après, on met les coups de projecteur en fonction de ce qu'on veut y installer. Voilà le véritable schéma pour lequel nous avons pris l'option. Parce que c'était le choix. Ça bouge, hein, là. C'est marrant comme les projets mettent un certain temps à se décompter, et puis d'un seul coup, on voit tout ça qui va bien, quoi. Ah bah les prairies fleuries, c'est pareil, là, ça sort aussi un petit peu. Ça, bon, on espère que ça va bientôt sortir de terre. En principe, ici, l'acte de vente au mois de septembre, on va reporter un peu parce qu'avec la société, elle doit se reconstituer. On n'a plus qu'à solutionner le problème du restaurant interentreprise, hein, parce qu'il y a quand même 150 salariés qui sont dans le bâtiment. Là. Bon, jusqu'à présent, ça se passe très bien, mais il faut absolument qu'on accélère sur ce sujet-là. Il a déjà commencé à faire son parking. Et là, on provisoire. Un parking provisoire, et là, on aurait son bâtiment qui viendrait faire le pendant de celui-ci, sachant que c'est un R+2. Ici, on a R+1, là, c'est un R+2, et là, c'est un R+3, puisqu'on va crescendo pour respecter un petit peu et harmoniser un peu l'ensemble. Là, il a déposé son permis. Il a déposé... il a été déposé, vous l'allez voilà. Oui, il y a 8 jours, là. 8 jours, bon.
Alors là, on a les œuvres d'art de Christian Lapie. Là-haut, au groupe Fray, ils ont mis le stock d'Aurel. Voilà, donc ça m'a donné l'idée, je pense, et j'en parle maintenant à tous les investisseurs, ça m'a donné l'idée de dire qu'on pourrait faire de ce parc d'affaires un grand parc un grand musée contemporain avec des œuvres d'art qui soient importantes comme celle-ci. Et à chaque investisseur, M. Jacquinet, maintenant j'en parle, on aimerait bien ponctuer un peu tout le territoire, tout ce parc d'affaires d'œuvres d'art comme ça, parce que on m'en parle souvent de ça, les œuvres de Lapie, voilà. Je crois qu'il y a quelque chose, il y a une idée à creuser qui rajouterait, vous voyez, qui rajouterait réellement un plus. Hein. Déjà, c'est très verdoyant, tous les toits végétalisés, les noues. Bon, et le côté aussi, le plus, c'est effectivement ces œuvres d'art qui viendraient un peu ponctuer et qui feraient comme des clins d'œil un peu à ceux qui visitent ou ceux qui viennent sur ce parc d'affaires. Ça, je pense qu'il y a quelque chose à creuser et je pense pouvoir vraiment convaincre nos investisseurs. Là, on ne sait pas quand est-ce qu'il démarre, là. Cette gare d'interconnexion qui est à la fois raccordée par le tramway, raccordée par les trains régionaux et raccordée par des lignes de bus font quand même de cette gare une position tout à fait privilégiée et très certainement en devenir. Et elle est dans la ville, parce qu'aujourd'hui, voilà, les 172 hectares de la ZAC vont se remplir d'ici une quinzaine d'années. Et donc cette gare d'interconnexion sera dans la ville et sans doute la gare de Champagne-Ardenne, sûr, mais aussi la gare de Reims, plus vraisemblablement. Cette zone d'aménagement concertiste, 172 hectares, va se composer d'un tiers d'activité tertiaire, qui va se situer par ici, un tiers d'habitat, donc avec évidemment le village de Besanne va s'agrandir, va devenir une petite ville, hein, et donc le cœur de ce village, de cette ville, va se situer dans ce secteur. C'est le centre géographique de Besanne de demain. Là-dessus, il y a des équipements importants et structurants qui vont s'installer, notamment une des plus grandes cliniques privées, ici, sur une surface de 8 hectares. Oui, alors là, c'est tout simplement de la science-fiction. Pour que la ville, on sente un site vivant, voilà, c'est 15 ans, hein, c'est pas... Plutôt, ça paraît difficile. Hein. On est sur une opération qui développe 59 logements répartis en 3 blocs. Il y a un sous-sol global où l'ensemble des stationnements des futurs occupants seront mis dedans. Donc nous avons 3 blocs, le bâtiment A, le bâtiment B et le bâtiment C. Alors c'est vrai qu'on imagine plus volontiers les futurs habitants se déplacer jusqu'à la gare à pied qu'en voiture. Pour ce faire, la ZAC a subi tout un cheminement paysager qui longe l'ensemble des opérations en totale déclivité.
5454 en provenance de Strasbourg et à destination de Bordeaux-Saint-Jean, départ 17h53 est annoncé, voie 4. La vitesse était l'idée dominante de ce temps déraisonnable. Aller toujours plus vite donnait une illusion vertigineuse de bonheur. Et de cette illusion de bonheur, tous en croquaient un peu. Certains plus que d'autres, mais tous en croquaient. Que ce soit pour un rendez-vous d'affaires ou pour une nuit d'amour à l'autre bout du pays, on vous pliait ça en 24 heures. Jamais le temps de s'ennuyer. C'était rigolo. Confusément admise de tous, cette accélération du rythme de la vie avait pourtant quelques revers. Plus les machines nous faisaient gagner du temps, plus nous en manquions. Peut-être parce que le temps gagné nous laissait à croire que nous pouvions en demander et vouloir toujours plus. Étonnant, non? Comment en étions-nous arrivés là? Là, que ça fasse une CP, c'est pas gênant. Non, mais là, on peut le laisser. On peut le laisser, là. Non, mais il n'y a pas... De là-haut, là, sur la passerelle. Pour éviter que ça bouge la passerelle. Ok. Non, mais là, voilà. Bon, puis là, quoi, mais simplement, il faut reconnaître que là, on a vraiment... C'est magnifique, là, hein. Aïe. Quand je vois tout ça, des premiers croquis. Le temps passe vite. Les premiers croquis. Ah, il y a du soleil à Besanne. Premiers croquis avec les... Mais tout simpliste. Presque naïf. Avec les immeubles, toits végétalisés, les croquis des voiries, avec bien entendu les modes doux. Avec les personnes, bien entendu, les architectes urbanisme et tout, on crée quelque chose qui n'existe pas encore, puisqu'on ne fait plus, comme par le passé. On s'adapte, on anticipe même sur les nouveaux modes de vie. C'est vraiment de l'innovation, de la création. C'est-à-dire essayer de concilier le côté pratique, rationnel et tout, mais en même temps, il faut qu'on s'y sente bien dans ce parc d'affaires. Il est grand, mais en même temps, il est confidentiel et ce qu'on a voulu donner avec les équipes, ce que j'ai voulu donner avec les équipes, l'équipe municipale, bien entendu, c'est ce sentiment d'appartenance. Voilà, on y est dans ce parc d'affaires TGV Reims-Besanne et ça, c'est très important. Et c'est ce qui explique aussi, je crois, en partie le succès, puisque la commercialisation a démarré en 2008 et qu'on est à l'heure actuelle à pratiquement 90%. Donc ça a très bien marché. On n'a jamais, avec les équipes, on n'a jamais voulu baisser en qualité. Et c'est vraiment une grande satisfaction. Parce que il y a quelque chose qui se crée, que l'on voit évoluer tous les jours. Et c'est quelque chose
qu'on doit laisser, mais de laisser d'une façon vraiment très, avec fierté aux générations futures. Ça aussi, voilà, parce que toutes les méthodologies de construction, de façon de voir les choses ont beaucoup évolué. Et voilà, il faut que ça reste quelque chose de pérenne et que ça devienne une référence et un modèle. Champagne-Ardenne TGV, ici, Champagne-Ardenne TGV. Croire au progrès pour tous et pour toujours, ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable, est une hypothèse plausible. Mais que ce présent n'ait pas de futur, en est une autre, tout aussi crédible. Selon une étude statistique, le niveau de l'offre de surface de bureaux disponible sur Reims Métropole a explosé en 2011, passant de 9 000 à 23 000 mètres carrés. Malgré cette offre déjà abondante, les livraisons de bureaux vides se sont poursuivies en 2012 avec des projets comme le Parvis Besanne, 4 500 mètres carrés, qui s'ajoute à une offre déjà surabondante. De plus, en raison de la morosité économique, le marché tertiaire rémois a enregistré une baisse de 50% des volumes commercialisés. De nombreux projets de construction sont donc aujourd'hui en attente. Que dira le futur? Nous ne pouvons le savoir, car nos pensées d'aujourd'hui sont encore des pensées d'hier. Gageons contre les oiseaux de malheur que le pire n'est pas toujours à venir. Mais si ajouté à la crise économique, l'énergie venait à manquer. Ça part sur la casse, non? Oh, je pense. Cette histoire avait commencé au temps du fer et du charbon, au temps des villes noires. On a inventé des machines merveilleuses pour aller vite. Des machines idéales pour se faire la guerre aussi. 2 massacres industriels en un siècle, pour ne parler que des plus imposants. Il fallait le faire. Et nous le fîmes.
De destruction en reconstruction, ce fut bientôt l'époque du pétrole, de l'électricité, du twist et des bikinis. L'insouciance des 30 glorieuses. Le progrès était alors un jeu d'enfant. Devions-nous douter du système qui tenait le monde debout depuis l'invention de la machine à vapeur? Le rêve qui visait l'idée du bonheur pour tous et pour toujours allait-il bientôt prendre fin? Certains l'affirmaient. D'autres disaient qu'on trouverait bien des solutions à tout ça. Le futur dirait. Mais tôt ou tard, les humains devraient trouver une nouvelle énergie intérieure. Doucement. Doucement. Comment? 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 Comment?